Merci Patricia Falguière pour cette invitation. Je suis très heureux de parler dans le cadre de la FIAC. J'y suis allé un peu comme observateur, mais jamais comme conférencier. Donc c'est une grande première et c'est très bien. En plus, ce lieu que je ne connaissais pas est véritablement agréable et donc autre raison. Bien, donc en effet, je suis économiste et je travaille sur la question de la valeur. En fait, au départ, j'ai surtout travaillé sur les questions financières et les questions monétaires. Et à partir de ces terrains plus concrets, j'ai été amené à réfléchir sur cette question de la valeur et de la valeur économique. D'abord pour dire que c'est une question qui obsède l'économie. Tous les grands théoriciens de l'économie se sont intéressés à cette question de la valeur économique. On peut dire, on peut pas, ça paraît d'ailleurs assez évident, étant donné que c'est la question première qui peut venir à l'idée d'un observateur de l'économie, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des prix et selon quelle détermination les prix se forment. Donc cette question ces questions des prix, de la formation des prix, donc de la valeur économique, a été toujours au centre de la théorie économique. Quelquefois, évidemment, il peut y avoir des théoriciens, des économistes qui s'y intéressent pas et qui prennent les prix comme des données et qui passent simplement à des analyses quantitatives des évolutions de prix. Mais disons, les vrais théoriciens de l'économie se sont de tout temps intéressés à cette question de la valeur économique. Et elle a connu deux réponses extrêmement importantes dans l'histoire de l'économie, deux réponses distinctes qui font une fracture entre deux courants de l'économie. D'une part, ce qu'on appelle l'économie classique, dont les grands noms sont Adam Smith, David Ricardo et Karl Marx, qui a répondu à la question de la valeur économique par le concept de travail, qui pense que ce qui fait que les biens, les classiques, donc ces économistes, répondent à la question pourquoi les biens ont-ils de la valeur ? Les biens ont de la valeur parce qu'ils sont les produits du travail. Et c'est le travail qui est la substance, qui est la substance de la valeur. Et donc, ça a été la première grande réponse. Donc, cette théorie de la valeur permettait de répondre à la question pourquoi il y a de l'échange. Il y a de l'échange parce qu'il y a de la valeur et parce qu'il y a du travail. Et selon quel rapport les biens s'échangent-ils ? Ils s'échangent selon la quantité de travail qu'ils contiennent. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse qui prévaut en économie, donc de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. À ce moment-là, il y a eu une grande révolution en économie qu'on appelle la révolution marginaliste, qui se produit simultanément en France, en Allemagne et en Angleterre, dont les grands noms sont, pour les Français, c'est Léon Walras, pour les Anglais, c'est Stanley Jevons, et pour les Allemands, c'est Karl Menger. Donc c'est ce qu'on appelle la révolution marginaliste, et elle a trait justement à la question de la valeur. Ils disent mais non, ce n'est pas le travail qui constitue la valeur, mais c'est l'utilité. Donc si les biens s'échangent, ce n'est pas parce qu'ils sont les produits du travail, ils s'échangent parce qu'ils sont utiles. Et c'est la recherche de l'utilité qui fait qu'il y a de l'échange et les biens vont s'échanger au prorata de l'utilité en quelque sorte. Je résume, je caricature, mais je garde la substance même de l'argument. Donc, et depuis, on est resté dans ce cadre conceptuel, le cadre conceptuel de la valeur-utilité qui prévaut encore aujourd'hui et dont, disons, la grande construction, c'est ce qu'on appelle l'équilibre général de Léon Walras, qui pense toute une économie, c'est-à-dire des acteurs, des consommateurs qui essayent d'avoir des biens qui sont utiles et qui s'échangent des biens utiles contre d'autres biens utiles. Voilà, c'est ça où en est la question, cette question de la théorie de la valeur. Le point qui m'a paru intéressant dans cette question de la valeur, c'est de remarquer d'abord que cette question de la valeur est transversale à l'ensemble des sciences sociales, qu'on la trouve, non pas évidemment la valeur économique, mais que les questions de la valeur sociale, des valeurs religieuses, des valeurs esthétiques sont au programme et sont des objets, des concepts que les sciences sociales analysent. Donc on pourrait même dire qu'il y a une certaine unité de toutes les sciences sociales par le fait qu'elles s'intéressent aux valeurs. Et
on peut comprendre d'ailleurs ce lien entre sciences sociales et valeurs par le fait que la vie en commun, la vie sociale, repose en effet sur le partage de valeurs. Et donc que la question des valeurs est au centre de la question de la vie collective. De ce point de vue-là, donc on comprend bien qu'il puisse avoir un lien entre les sciences sociales et la pensée des valeurs. Donc il y a bien une pensée, il y a bien un objet transversal qui est cette question de la valeur, mais quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que sur le fond de cette identité du concept de valeur, il y a une rupture, ce que j'appelle même un schisme dans les sciences sociales. Car cette question de la valeur a eu deux réponses qui sont radicalement différentes. La réponse que je viens d'analyser, mais sur laquelle je vais revenir, qui est la valeur économique, et la valeur telle qu'elle est pensée par les sciences sociales. Pourquoi ? Parce que les sciences sociales, quand ils abordent la question de la valeur, ils voient essentiellement des représentations collectives, des croyances collectives, donc des objets qui sont des produits par les hommes eux-mêmes pour vivre en commun. Donc ils ont la nature de croyances ou de représentations collectives. Et ce qui est très particulier dans la réponse que les économistes fournissent à cette même question de la valeur, c'est d'y voir une substance. Que ça soit le travail ou l'utilité, la valeur est en quelque sorte un donné qui est extérieur en quelque sorte aux acteurs, c'est évident, plus ou moins évident, mais qui se trouve soit dans la valeur, soit dans l'utilité, et donc dans lequel il n'y a aucune place pour les représentations collectives. L'économie est une pensée dans laquelle vous avez des acteurs, je vais m'en tenir à l'économie contemporaine, je ne vais pas parler des classiques aujourd'hui, mais je pourrais faire le même raisonnement à propos des classiques. Pour l'économie contemporaine, les acteurs recherchent l'utilité des biens, et ils échangent les objets en fonction de l'utilité des biens. Donc il n'y a pas de représentation collective, il y a simplement des évaluations de chacun de ce qu'est l'utilité des biens. Donc on a une représentation, on a donc ici, si vous voulez, une espèce de question quand même. D'abord, d'avoir une espèce d'unité sous le concept de valeur, mais que cette unité conduise à deux démarches et à deux concepts, à deux conceptualisations très différentes. Une conceptualisation que j'appelle substantialiste, l'idée que la valeur est une substance et qu'elle est donc là présente dans les objets, à savoir le travail ou l'utilité, ou bien l'idée que la valeur est, disons, une croyance que partagent les acteurs. Donc c'est bien, ici, on comprend qu'il y ait ici, à ce niveau, un schisme très important dans la pensée des sciences sociales. Et tout mon travail, c'est d'essayer de montrer que ce schisme est factice, en quelque sorte, et qu'il est lié, à mon sens, à une erreur dans le paradigme économique, dans cette manière de penser la valeur comme substance. Et donc tout mon travail, c'est de revenir sur cette question de la valeur substance, d'essayer de montrer qu'on peut construire une économie dans laquelle on doit éviter cette question de la valeur qui est une substance qui serait donnée dans les objets, que ce soit donc le travail ou l'utilité, qui me semble être une mauvaise stratégie pour essayer d'avoir un cadre commun d'évaluation. Et c'est ça le point qui, pour moi, est essentiel. Alors, pour le voir, en quelques mots, pour essayer de comprendre pourquoi ceci ne me semble pas satisfaisant, prenons juste cette question de l'utilité. Et il y a une manière très simple de comprendre ce que je veux dire, c'est que l'idée que, je ne dis pas d'ailleurs tellement que l'économie a tort, mais plutôt qu'elle se condamne à avoir une vision restreinte des choses. Parce que précisément, elle s'intéresse aux objets utiles une fois que les objets utiles ont été donnés. Donc que la question de l'utilité elle-même, de la production des objets utiles, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un objet utile et comment les acteurs, nous les individus, les consommateurs, nous pensons que cet objet est utile ou non, est une question qui est laissée grandement à l'écart de la théorie économique. La théorie économique commence au moment où il y a des objets utiles et il y a des individus, des consommateurs devant ces objets utiles et qu'ils essayent de se les partager. Ça, c'est la scène originelle de la pensée économique. Et donc, le prix va mesurer le rapport entre les raretés de ces biens, entre ces différentes personnes qui toutes veulent des biens différents.
Le point ici, c'est que cette question suppose l'utilité. Or, elle va donc permettre de répondre à beaucoup de questions intéressantes. Par exemple, quel peut être le prix d'objets une fois que leur utilité a été donnée, comment ça se passe, mais elle laisse de côté un tas de questions qui sont pourtant extrêmement importantes, qui sont comment est-ce qu'on produit les marchandises, d'où vient l'utilité, d'où vient la marchandise, comment elle s'impose comme objet utile aux acteurs. Ce processus-là, qui est pourtant central dans l'économie marchande, est laissé de côté, parce que l'économie marchande, en quelque sorte, du point de vue de la théorie de la valeur-substance, c'est simplement à résoudre, résout la question de savoir quel est le niveau des prix pour des biens donnés, mais elle ne s'intéresse pas à la question de savoir comment sont produits des objets utiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement la question de la marchandisation du monde. Comment les marchandises sont produites elles-mêmes comme marchandises. Or, nous savons tous que c'est une question tout à fait cruciale. Penser dans l'histoire du capitalisme, la manière dont la terre elle-même, qui était un rapport social avec des droits communaux, disons au XVIe siècle, comment la terre s'est transformée en marchandise. La transformation de la terre en marchandise, c'est-à-dire en un droit de propriété qu'on pouvait acheter et vendre, a correspondu à une transformation sociale d'une immense ampleur, parce qu'il a fallu briser tous les droits communaux qui étaient présents sur la terre, donc de transformer des terres qui étaient des terres collectives en des terres privées, ce qu'on appelle le mouvement des enclosures, et qui a été bien décrit par Marx en particulier, et qui en a montré la violence extrême. Donc on voit bien que la question de l'économie politique ne peut pas simplement être celle de comment j'échange des objets utiles, mais aussi cette question de comment notre monde se marchandise, comment il se transforme, et que ces transformations passent par des processus sociaux d'ampleur extrême, comme par exemple dans les enclosures. Aujourd'hui, on a les mêmes problèmes avec les marchés du vivant. Les marchés du vivant aussi, savoir si on peut vendre son sang ou bien tout autour de ces questions, on voit qu'elles posent des problèmes très très fondamentaux et qu'elles passent par des processus sociaux aussi qui sont loin d'être simplement des processus de marché, mais qui sont des processus politiques, des processus culturels, etc. Donc c'est plus compliqué que ça, et que, en quelque sorte, mon premier point, c'est que cette vision de l'utilité est une vision non pas fausse, mais étroite, qui prend qu'un certain nombre de problèmes, qui essaye de penser qu'un certain nombre de problèmes, y compris pour les marchandises. Ce que je voudrais montrer, pour le montrer, je vais prendre deux exemples tout à fait cruciaux où justement ce modèle ne fonctionne pas, où cette étroitesse de point de vue s'exprime de manière massive, qui est d'une part la question monétaire et d'autre part la question financière. Et je vais montrer comment, justement, ce point de vue de la valeur substance, d'une valeur qui serait donnée à un moment donné, ne fonctionne pas. D'abord, peut-être une petite parenthèse et un détour. On peut se demander, et c'était aussi un de mes étonnements quand j'essayais de comparer en quelque sorte la stratégie intellectuelle des sciences sociales par rapport à la stratégie intellectuelle de l'économie, je remarquais qu'un des jeux ou une des formes les plus classiques des sciences sociales, c'est la question de la déconstruction des valeurs. C'est-à-dire le fait que, comme nous le savons bien, nos grands penseurs des sciences sociales ont toujours essayé de faire la critique de la valeur, de montrer que les valeurs esthétiques, par exemple à travers la critique de l'académisme à un moment donné, n'étaient pas des données, n'étaient pas objectives, mais au contraire étaient des constructions sociales. Donc il y a toute une tradition par rapport à la valeur esthétique, par rapport à la valeur sociale dans les sciences sociales, qui prennent en quelque sorte une distance par rapport aux valeurs du monde réel, par rapport aux valeurs du monde social. Et c'est cette stratégie de déconstruction. Ce qui est quand même étonnant, on peut s'y arrêter une seconde, c'est qu'on ne trouve rien de semblable dans le monde de l'économie. L'utilité, sauf évidemment moi en ce moment, mais enfin dans le monde de l'économie en général, l'utilité est considérée comme étant une valeur donnée que vous ne trouvez pas critiquée. Tous les textes d'économie, toute la littérature économique commence par des objets qui sont supposés utiles, et il n'y a pas de critique par
particulière par rapport à cette utilité. Évidemment, il y a plein de critiques dans les sciences sociales sur ce que c'est que la marchandisation, mais pas dans l'économie. L'économie considère que l'utilité est un fait et que c'est ainsi. D'ailleurs, et alors, mon point de vue, au fond, et là, il y a une dissymétrie qui est intéressante, et il me semble qu'une des raisons de cette dissymétrie, on pourra y revenir dans la discussion, je ne vais pas développer plus, c'est que ça tient au rôle particulier que joue aujourd'hui l'économie dans nos sociétés. Il me semble que, en quelque sorte, l'économie dans nos sociétés, au moins on pourrait faire cette hypothèse pour la discuter, joue aujourd'hui un rôle central dans nos identités sociales. Et que parce qu'elle joue ce rôle central, et que parce que l'économie marchande joue ce rôle central, parce que la production de marchandises joue ce rôle central, et que nous sommes tous, y compris moi, à la recherche de biens utiles, et que notre vie est faite d'achats de biens utiles, que d'une certaine manière, on touche là à un point qui est en quelque sorte dans l'identité de ces sociétés. Et que les économistes ici, au fond, ils tiennent le discours de ce qui est la colonne vertébrale de nos valeurs. On pourrait faire cette hypothèse-là. Donc, en quelque sorte, que la substantialisation, ou on peut dire la naturalisation des valeurs économiques, vient du fait que l'économie est aujourd'hui centrale dans l'ordre social et que donc elle mobilise une croyance très fondamentale, quasiment non réflexive par rapport à l'utilité des choses. Je vais acheter des ordinateurs, je vais faire ça, etc. On est pris dans ce monde des objets et ça explique peut-être ceci, explique cela. C'est important parce que vous savez bien que toute cette naturalisation des contraintes économiques joue un rôle fondamental dans l'organisation sociale, comme vous le savez, en particulier comme on le voit bien encore aujourd'hui, avec toutes les questions budgétaires, avec les questions de dette publique qui apparaissent comme des contraintes naturelles, objectives, et donc sur lesquelles il doit se faire, semble-t-il, un accord immédiat, parce que c'est la réalité des choses. Donc on peut critiquer ça. Donc je close ça et pour illustrer mon point de manière peut-être, j'espère, encore plus claire, je vais prendre ces deux exemples dans lesquels ce modèle de l'utilité ne fonctionne pas du tout. Alors, d'abord, c'est le modèle de l'utilité. D'abord, je vais peut-être commencer par la question de la monnaie. Ce qui est frappant, sans vouloir développer trop, parce que là, ce serait des points vraiment trop techniques, c'est que l'économie, au fond, ce discours de l'économie, c'est un discours, on pourrait dire, fondamentalement individualiste. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs face à des objets et que les acteurs essayent d'augmenter leur satisfaction en achetant les objets qui leur conviennent en fonction de leurs revenus. Donc c'est un monde, le monde de l'économie, de ce point de vue-là, colle parfaitement au rapport individualiste de notre monde. Et il y a, dans ce monde-là, on se demande quelle peut être la place de la monnaie. Qu'est-ce que vient faire la monnaie ? Le point qui est troublant, c'est que cette pensée de l'utilité ne laisse aucune place à la monnaie. Parce que la scène que je vous décrivais, qui est décrite par la loi, pour une raison simple, ou encore une autre manière de le dire, c'est que la théorie de la valeur-substance vous dit que les choses ont de l'utilité, ont de la valeur parce qu'ils sont utiles, et qu'ils s'échangent en fonction de l'utilité qu'on leur accorde à ces objets. Donc, tous les problèmes de l'économie sont résolus avec la théorie de la valeur et on n'a pas eu besoin de monnaie. Donc, c'est le grand résultat de ces théories de la valeur, c'est qu'elles n'ont pas besoin de monnaie parce que tout est dans l'utilité et tout est dans la valeur. La monnaie n'apparaît jamais que comme un objet secondaire qui, comme le disent les théoriciens, est un instrument qui simplement va faciliter les échanges. Mais la monnaie n'a pas d'impact sur la nature des relations sociales qui sont toujours des relations à l'objet. Or, évidemment, cette représentation pose beaucoup de problèmes. Cette vision instrumentale pose beaucoup de problèmes. Et j'essaye au contraire de montrer que la conception qu'on doit avoir de la valeur est tout autre. Et que c'est précisément le rapport à la monnaie qui est le rapport central des économies marchandes. Et pourquoi ? Parce que ce qui fonde en quelque sorte, là je développe mon point de vue, ce qui fonde en quelque sorte la valeur, ce qui fait que les acteurs se reconnaissent dans quelque chose, c'est dans l'investissement collectif de l'ensemble des acteurs dans la monnaie elle-même. Donc j'essaye de développer
une pensée qui est complètement à l'opposé au fond de la théorie de la valeur-substance, de penser que ce qui est fondamental dans la valeur, dans son émergence, c'est la monnaie, c'est le rapport monétaire. Ce qui fait que nos sociétés sont des sociétés marchandes, c'est parce qu'elles se reconnaissent dans un objet qui est la monnaie, dans lequel elle voit le principe fondamental de la richesse, et que, contrairement à la pensée utilitariste, ce qui est fondamental n'est pas la recherche de l'utilité des biens, mais le rapport à la monnaie. C'est la quête de monnaie, c'est la recherche de monnaie qui est le mobile essentiel des économies marchandes. Et donc, dans mon analyse, la monnaie n'est pas du tout ce lien, cet instrument qui viendrait en supplément des choses. Il est au contraire le cœur du système. Il est ce par quoi un groupe social se donne une référence collective, qui est la monnaie, qui est une institution, et qui est légitime parce que elle trouve investi en elle-même tous les désirs de l'ensemble des acteurs. Et c'est ce rapport-là qui est un rapport nouveau qu'on ne trouve pas dans la théorie économique. C'est ce rapport par lequel un objet, parce qu'il est investi d'une croyance collective, peut être légitime comme représentation de la valeur. Et donc, dans mon cadre conceptuel, c'est cette représentation monétaire qui est centrale. Alors, je vais essayer d'expliquer cette chose un peu abstraite de manière peut-être, par quelques exemples, enfin de manière plus claire peut-être. Dans le monde de l'utilité, tous les objets sont utiles et donc, par définition, la planète est homogénéisée. La valeur utilité est une valeur universelle. Tous les acteurs sont prêts à reconnaître de l'utilité dans les biens et il n'y a aucune raison que les échanges s'arrêtent à n'importe quel endroit, ici ou là, parce que partout il y a des acteurs, il y a des objets, il y a des échanges possibles. Or, ce n'est pas le monde qu'on connaît. Le monde qu'on connaît est un monde fractionné. Pourquoi il est un monde fractionné? Parce que, contrairement à cette idée-là, en fait, les groupes sociaux, il y a bien une dimension sociale dans la valeur économique. Cette dimension sociale, elle est dans le fait que la valeur, elle n'est pas donnée comme ça dans l'abstrait, elle est donnée dans un objet qui est la monnaie. Et donc, c'est la croyance collective d'un groupe par rapport à cet objet monétaire qui constitue un espace homogène dans lequel l'ensemble des acteurs se reconnaissent comme des acteurs avec lesquels on peut échanger parce que tous partagent la même référence monétaire. Et donc on comprend que dans le monde que je décris, ce n'est pas du tout un monde plat avec des objets et puis des désirs d'objets universels, c'est un monde dans lequel il y a des groupes qui instituent la valeur à travers des institutions monétaires, en l'occurrence nationales, mais ça pourrait être d'autres formes politiques que les formes nationales. Mais il y a un certain nombre de... Et donc on voit ici que dans cette idée, ce qui va être central, ça va être le rapport, qu'on voit que le rapport à la monnaie n'est pas du tout un rapport instrumental, un instrument qui serait donné là. Au contraire, il est central et c'est un rapport collectif. C'est un rapport dans lequel un groupe se reconnaît dans un certain bien comme étant le bien monétaire. Et donc, il y a cette dimension collective. Et lorsque vous regardez la réalité monétaire ou la réalité des économies, elle renvoie bien à ça. C'est-à-dire que le rapport à la monnaie est un rapport essentiellement collectif, qui donne lieu à des mouvements collectifs, qui peuvent donner lieu à des mouvements d'hyper-confiance, ou bien de rejet, ou bien de neutralité. Donc, il y a bien quelque chose dans le rapport à la monnaie qui est beaucoup plus chaud et passionnel que la dimension instrumentale qui était pensée dans le monde de l'utilité substantielle. Dans ce monde-là, c'est effectivement cette croyance dans la monnaie qui est importante. Et elle peut varier de manière extrêmement rapide en fonction des croyances des acteurs. Donc tous ces faits empiriques, toutes ces observations sur la nature symbolique de la monnaie, sur le rapport de représentation, sur les médiations vis-à-vis des représentations qu'on a par rapport à la monnaie, est tout à fait central dans mon cadre. Et il montre au fond que la monnaie, c'est comme une institution sociale comme une autre, et que la valeur économique, de ce point de vue-là, elle est comme une autre parce qu'elle est fondée, comme les autres valeurs, par un consentement collectif qui est produit et symbolisé par un emblème, en l'occurrence ici la monnaie. Donc on voit
comment cette conception de la valeur qui met la monnaie au centre a pour effet de rompre le schisme dont je parlais et d'avoir une pensée de la valeur qui est beaucoup plus homogène. En préparant cet exposé, et parce que c'était dans le cadre de la FIAC, donc je lisais un certain nombre de choses sur la valeur esthétique, et on voit bien dans la valeur esthétique, dans la manière dont certains objets, justement, acquièrent de la valeur par les phénomènes de marché, par les phénomènes de musée, par les phénomènes de représentation, et tout à fait du même type de ce que j'essaye de décrire dans la monnaie. C'est exactement le même processus, c'est des processus sociaux, évidemment beaucoup plus poussés dans le cas de la monnaie, parce qu'il y a l'intervention de l'État, il y a l'intervention massive bien supérieure d'autres choses, parce que les enjeux sont autres. Mais dans la logique même de la valeur, il s'agit d'un même processus qui fait qu'un bien acquiert une puissance spécifique, une puissance de prestige, une puissance de rayonnement, une puissance de fascination, et que cette puissance de fascination, c'est celle-là qui est au cœur de l'économie marchande. Mais si vous avez cette idée d'économie marchande, ça révolutionne totalement l'idée que c'était l'utilité qui était au centre. Là, dans ce monde, c'est la fascination pour la monnaie qui est au centre de l'économie marchande. Et évidemment, il y a beaucoup de faits qui vont dans ce sens-là, j'en citerai qu'un seul, c'est la fascination pour l'or. On a tendance déjà à oublier aujourd'hui, au XXIe siècle, que la plus grande partie, une grande partie en tout cas du développement de nos économies développées, elle s'est faite sous le désir de l'or. Et l'or exprime mieux que tout cette fascination, ce rapport pensé aux ruées vers l'or, à ce rôle de l'or. Il y a bien quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de social, il y a quelque chose de construit. Ce n'est pas, c'est tout à fait de cette nature-là. Et pour le voir, d'ailleurs, il faut se souvenir, et au fond, on pourrait faire le retournement entre valeur esthétique et valeur économique pour aller plus loin là-dedans, c'est de noter que l'origine de l'or, l'origine de la fascination de l'or, une des hypothèses qui me semble les plus intéressantes là-dessus, c'est dans son origine de parure, c'est-à-dire dans son origine d'objet esthétique. C'est en tant qu'objet esthétique qu'il a été capable de mobiliser ce que j'appellerais un affect commun, un investissement affectif collectif du groupe dans cette valeur esthétique chaude qu'était la parure, qui lui a donné ses qualités. Et en fait, on peut penser que dans son développement, évidemment, elle s'est transformée, mais que la fascination pour l'or et le rôle de l'or trouve son origine dans cette dimension parure. Ce qui vous montre ici quelle proximité il existe entre la valeur esthétique et la valeur monétaire et la valeur marchande. Elles sont tous de la même nature, toutes les valeurs sont de la même nature, elles sont la nature d'un investissement collectif du groupe, qui peut évidemment être formalisé de manière plus ou moins forte. Il n'y a pas et ça pose des questions. Pourquoi il n'y a qu'une seule monnaie alors qu'il y a plusieurs œuvres d'art qui peuvent évidemment se concurrencer, etc. Donc on peut se poser plein de choses, mais c'est ça le point. Et si vous avez compris ça c'est le point de mon exposé théorique. C'est en cela que je romps avec l'idée d'une valeur substance. Il n'y a pas de valeur substantielle, il n'y a que des valeurs qui sont le résultat de l'investissement collectif d'un groupe en elle et qui produit une autre manière de le voir, c'est cette idée du chaud et du froid. Le monde marchand et le monde de l'économie marchande, au fond, est un monde froid. C'est un monde froid, c'est un monde sans passion. D'ailleurs, on dit, c'est le monde de la rationalité. C'est un monde sans passion parce que les rapports aux objets eux-mêmes, on pourrait dire, il reste que des rapports aux objets. Alors on pourrait dire, mais les rapports aux objets, on sait bien, surtout à la FIAC, que les rapports aux objets peuvent être des rapports passionnels. Mais précisément dans l'économie, cette dimension passionnelle du rapport aux objets est niée. L'objet est purement utilitaire, il est dégradé, parce que précisément si les objets était le lieu d'investissement, ça perturberait tout à fait la mécanique de l'échange telle qu'elle est décrite pour les objets utiles. Donc c'est un monde où le rapport aux objets doit être très, très rationnel et je dirais froid, de très basse intensité. Ils sont vus, aucun objet n'est désiré pour lui-même, sinon il ne pourrait pas avoir d'échange. Si les objets, on voulait cet objet et pas d'autres, il n'y aurait pas d'échange. Donc les objets, ils sont simplement
ce sont simplement des apparences pour quelque chose qui est derrière, qui est l'utilité. Donc c'est un monde froid. Et ce monde froid, évidemment, il ne correspond pas tellement évidemment au capitalisme, mais même sans parler, à nos économies, quoi. Nos économies sont beaucoup plus chaudes, passionnelles, agonistiques, rivalitaires que ce monde de l'utilité un peu plat. Et pour en rendre compte, introduire ce que je viens de dire, c'est-à-dire ces investissements collectifs, permet de le comprendre, ne serait-ce ici qu'à travers la relation à l'or, parce que la relation à l'or, telle que je viens de la décrire, c'est ce pouvoir absolu qu'il représente, cette valeur absolue, engendre des forces produit, fait émerger dans le groupe social des forces d'une intensité bien supérieure à celle que peut produire le rapport utilitaire. Et donc je dirais que du point de vue de l'économie passionnelle, l'hypothèse que je défends, l'hypothèse monétaire, est bien supérieure à l'hypothèse utilitaire pour juger de nos sociétés. Donc voilà, c'est un premier point ici où on voit la supériorité, me semble-t-il, de cette théorie de la valeur monétaire par rapport à la valeur substance, c'est qu'elle permet une analyse plus en accord avec les faits de ce qu'est la monnaie et de ce qu'est notre rapport avec la monnaie. Si j'avais le temps, je vous donnerais les exemples de miracles monétaires. On connaît des miracles monétaires qui sont des mouvements brutaux de croyances monétaires. Ça existe dans l'histoire. À un moment donné, il y a des monnaies qui sont soit rejetées, soit qui font l'objet d'un engouement de type mode, de type voilà, on veut cet objet, etc. Et donc on voit dans ces moments, dans ce rapport à la monnaie, qu'on n'est pas du tout dans un rapport utilitaire, mais qu'on est bien dans ce rapport social que j'essaye de décrire et qu'on trouve très présent dans la conception de la valeur esthétique. Bien. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est où là à nouveau le système ne fonctionne pas du tout, le système utilitaire ne fonctionne pas du tout, c'est la question de la finance. Alors pour le voir sans rentrer dans trop de détails, je vais prendre l'exemple des actions. Les actions, c'est des droits de propriété et on les achète, on les vend, c'est ce qu'on appelle le marché financier, le marché boursier qui aujourd'hui a une importance tout à fait considérable. Alors, quand on regarde le prototype de la pensée de l'utilité, son fonctionnement, au fond, le grand théorème de l'économie, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. C'est le grand théorème, c'est le grand résultat des économistes, c'est que sur ces marchés de biens ordinaires, ceux qui sont pour la consommation, les tables, les chaises, les ordinateurs, les voitures, sur les marchés de biens ordinaires, il y a des processus endogènes qui font qu'on obtient un équilibre sans que personne ait à intervenir. Donc ça, c'était le grand résultat, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation des marchés, c'est ce qu'on appelle aussi le système de concurrentiel, l'efficacité de la concurrence. Donc c'est ce grand résultat et alors comment l'expliquer? Bien c'est assez simple, c'est que sur un marché de biens ordinaires, vous avez deux groupes, les producteurs qui le produisent et qui essayent d'avoir le prix le plus élevé, parce que plus le prix est élevé, plus ils font du profit, et les consommateurs, disons-nous, qui l'achetons et qui essayons d'avoir le prix le plus faible. Si jamais le prix devenait trop élevé, eh bien on va voir ailleurs, on achète un autre produit, on essaye de s'en passer. Donc on a ici, voilà, et donc le mécanisme, c'est donc qu'il y a deux forces, les producteurs et les acheteurs, un qui cherche que le prix soit le plus élevé, l'autre qui cherche que le prix soit trop bas, et ce mécanisme-là fait que les prix ne peuvent pas aller trop à la hausse, trop à la baisse. Parce que s'ils vont trop à la hausse, les consommateurs sortiront pour acheter d'autres biens, et s'ils sont trop à la baisse, les producteurs ne veulent plus produire. Donc il y a un système comme ça, c'est la loi de l'offre et la demande, dont le grand point, comme vous le savez, c'est quand le prix augmente, la demande baisse, et à cause de ça que le prix ne peut pas augmenter trop loin, parce que plus le prix augmente, la demande baisse, alors ça fait pression. Donc voilà, ça c'est le mécanisme. Je crois qu'en effet, c'est une description qui fonctionne assez bien pour un grand nombre de produits dès lors qu'ils ont été formalisés, que leur utilité a été produite, donc on ne s'est pas intéressé à l'utilité, mais une fois qu'elle a été produite, on a ce mécanisme de l'offre et la demande. Or, le problème, c'est qu'on a voulu reproduire ce mécanisme-là pour la finance. Dans le cadre de la finance, on a essayé de dire le mécanisme, c'est le même. Et c'est pour ça, en quelque sorte, qu'on a pensé à partir de là que les propriétés d'autorégulation
que les théoriciens avaient observé sur les marchés des biens ordinaires, qui faisait que la concurrence avait des effets positifs pour ce qui était les biens de consommation ordinaire, on a pensé qu'ils auraient été bons, qu'ils sont bons aussi pour les marchés financiers. Donc ce petit résultat ici, que je rappelle rapidement, il a quand même eu une importance considérable dans nos vies, parce que c'est sur cette base-là que le monde s'est financiarisé à grande vitesse depuis 30 ans. C'est sur cette base en disant les marchés financiers s'autorégulent comme les marchés de biens, et donc on va les développer, et depuis 30 ans, on connaît un développement exponentiel de ces marchés de biens. À partir de cette transposition du modèle de l'utilité au modèle de la finance. Le problème, c'est que la finance n'a rien à voir avec les marchés de biens ordinaires. De ce point de vue-là, à nouveau, le rapport, vous allez voir, avec les objets d'art est plus intéressant, parce que la finance, ça ressemble plutôt aux objets d'art plutôt qu'aux objets ordinaires. Alors, le premier point, pourquoi ça ressemble pas aux biens ordinaires? Pour une raison déjà première, c'est que sur le marché des actions, vous n'avez pas des producteurs et des consommateurs. Vous avez des investisseurs qui sont quelquefois qui vendent et quelquefois qui achètent. Quelquefois qui vendent et quelquefois qui achètent. Donc il n'y a pas du tout deux groupes opposés. Il y a au contraire un groupe qui est celui des investisseurs, dont on pourrait dire que globalement son intérêt est plutôt que les prix augmentent, plutôt qu'ils ont un collectif. Et c'est donc très différent. C'est une remarque bête, mais quand même, dans sa structure, ce marché, il est très différent d'un marché où il y a des producteurs et des consommateurs qui ont des intérêts divergents. Là, il y a des investisseurs des deux côtés. Alors, de temps en temps, il y en a qui sont haussiers, baissiers, acheteurs, vendeurs, mais globalement, les investisseurs, ils passent d'un camp à l'autre. De temps en temps, ils achètent, après ils vendent, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes qui sont des deux côtés. Donc, et en effet, cette propriété apparaît dans le fait qu'on n'a pas du tout la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire que quand le prix d'un titre ou d'une action augmente, la demande peut augmenter. Et ça, c'est très commun. Imaginez vous-même que vous alliez sur un marché d'actions. Si vous allez plutôt acheter des biens dont vous allez espérer qu'ils augmentent dans le futur. Et donc, si vous avez un bien qui a connu des augmentations récurrentes, eh bien celui-là, un titre qui a connu des augmentations importantes, donc les gens ont fait plein de profits, vous allez essayer de l'acheter celui-là pour vous aussi faire du profit. Donc la mécanique n'est pas du tout que quand les prix augmentent, la demande baisse. Au contraire, quand les prix augmentent, la demande augmente le plus souvent. Mais dès lors que vous avez cette situation, tout tombe, parce que ces marchés ne se régulent pas du tout. La régulation, c'est quand les prix augmentent, la demande baisse. Si les prix augmentent et la demande augmente, tout s'effondre. Et vous avez ce que nous observons tous les jours, c'est-à-dire vous avez des bulles. Les bulles, c'est rien d'autre que l'expression du fait que ces marchés ne fonctionnent pas sur le mode de l'utilité et sur le mode décrit par la loi de l'offre et la demande. Vous voyez, c'est très simple. Et à la baisse, c'est la même chose. Quand les titres ont baissé, normalement, quand un bien devient ça vaut presque rien. En effet, vous allez l'acheter parce que vous en avez l'utilité et qu'il vaut presque rien. Mais quand les titres ont baissé, personne n'achetait. Plus les titres baissaient, moins il y avait de gens qui achetaient parce qu'ils avaient peur que ça continue à baisser. Et donc, on n'avait pas du tout d'autorégulation. Si le système, comme vous le savez, s'est pas écroulé, c'est parce que c'est l'État qui, à la fin, a racheté. C'est pas parce que les investisseurs se sont autorégulés. Donc, vous voyez, vous avez une différence très grande. Et de ce point de vue-là, ça ressemble beaucoup plus au marché de l'art. C'est-à-dire que dans le marché de l'art, d'ailleurs, vous avez je parle ici je ne suis pas du tout un spécialiste du marché de l'art, mais il m'a semblé qu'on pouvait, peut-être certains segments de ce marché ressemblaient à ça. Donc on a ces phénomènes où vous avez plutôt une tendance, il y a plutôt un intérêt à ce que les œuvres d'art voient leur prix augmenter. Et quelle est la grande différence conceptuelle pour la comprendre? On la voit bien avec le marché de l'art. C'est que le prix, ce n'est pas du tout le prix d'une marchandise, au sens où le prix d'une marchandise, c'est un obstacle pour vous à la consommation. Le prix d'un titre, c'est comme le prix d'une œuvre d'art. Ça exprime sa valeur. C'est dans la construction de la valeur. Il y a une méconnaissance absolument totale du fait que le prix n'a pas du tout c'est pas du tout la même chose, le prix d'une marchandise et le prix d'un titre ou le prix d'une œuvre d'art. Parce que dans ce cas-là, le prix fait partie de la construction de la valeur. Il y a une espèce de retournement. Et pourquoi il y a ce retournement? C'est parce que dans le premier modèle,
celui des marchandises. La valorisation, elle est donnée par l'utilité. Donc au départ, il y a déjà de l'utilité. Le marché des biens ordinaires, tel que le décrit cette théorie de l'utilité, n'essaye pas de construire la valeur, puisque la valeur, elle a été donnée dès le départ dans le fait que les biens étaient utiles. Donc, une fois que les biens sont utiles, après, c'est juste savoir combien ça coûte. Dans les marchés des titres, comme dans le marché de l'art, la question, c'est bien celle de la valeur. Il n'y a pas d'utilité avant, il s'agit de savoir combien ça vaut. Il faut construire la valeur de cet objet que tout le monde, que personne ne connaît. Et c'est vrai aussi des actions. Les actions, les gens ne savent pas ce que ça vaut et c'est le marché qui dit combien ça vaut. Donc, le prix ici n'a pas du tout la même nature. Il construit, on est au fond ici un peu dans le même cadre que de la monnaie, c'est-à-dire le marché ici construit la valeur, et construit la valeur un peu comme le marché de l'art. Donc ici on voit bien que ce point de vue c'est intéressant parce que ce parallèle qu'on peut faire entre le marché financier et le marché de l'art, auquel je n'avais pas pensé avant de préparer cet exposé, est vraiment très, très illustratif de cette question qui est que sur le marché financier, la question du marché financier, ce n'est pas, contrairement... Alors, je ne vais pas rentrer dans la critique de la théorie. La théorie, la théorie officielle, celle qui justifie la loi de l'offre et la demande, elle dit une chose différente. Elle dit qu'en fait, la valeur, elle existe objectivement dans les actions. Donc, elle dit, au fond, il y aurait déjà une valeur, qui serait les profits futurs que peuvent donner un titre, par exemple. Et donc, elle dit, le prix ne s'adapte qu'à cette valeur-là. Bon. Et ça, c'est évidemment, je n'ai pas le temps de développer, sauf si vous me posez des questions, mais ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas définir la valeur d'une action, on ne peut pas définir la valeur d'une dette publique, etc. Il n'y a pas, parce que la valeur d'une action, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qui va se passer dans le futur et on ne le sait pas, donc il n'y a pas de définition objective de la valeur. Donc, la question du marché, c'est la question de trouver justement, c'est parce qu'il n'existe pas de valeur qu'il y a des marchés financiers. Les marchés financiers sont des producteurs de valeur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et je trouve que la comparaison avec le marché de l'art est assez parlant, parce que les marchés de l'art sont aussi de cette nature. Ce ne sont pas des marchés qui essayent c'est des marchés qui produisent la valeur. Et notez à quel point il peut y avoir un certain nombre de parallèles, parce que le grand point des marchés financiers, c'est, comme vous le savez, les agences de notation, les analystes, etc. Il y a deux grands points. D'abord, les narrations. Qu'est-ce qu'on raconte pour justifier la valeur des titres? Donc il y a des discours, il y a des récits qui ont beaucoup d'importance, qui se modifient au cours du temps avec des effets de mode. Donc il y a un grand récit qu'on a connu à la fin du XXe siècle, qui était le récit des nouvelles technologies. Donc on avait les nouvelles technologies, un nouveau monde s'ouvrait, et voilà pourquoi il y a la bulle Internet. D'accord ? Donc il faut construire des récits. Ce récit s'écroule quelques années plus tard et on en invente un autre. Ça n'a aucune importance, il se modifie au fur et à mesure. C'est comme sur le marché de l'art, les conventions financières se transforment. Donc à un moment donné, il faut acheter ça. Ensuite, à un moment donné, il faut acheter des conglomérats, l'autre, etc. L'autre après, non. Vous voyez, c'est tout à fait fluctuant. Il n'y a pas d'objectivité. Enfin, donc, premier point, cette relation qui me semble qu'on peut faire entre ce rôle des récits, donc c'est important, et ces récits sont véhiculés par les analystes dans mon cadre du marché financier, c'est-à-dire les analystes qui analysent, justement, donnent des justifications, fournissent des argumentaires, etc., qui dépendent des fois ça peut être le ciment. Le ciment, c'est très mauvais parce que c'est complètement plat et ça apporte rien. Et puis quelquefois, c'est le ciment, c'est très bon parce que c'est complètement plat et que vous êtes sûr d'obtenir votre... Voilà, typiquement. Et ça, c'est pas une invention, hein, ça s'est vu. Donc, il y a des narrations à travers des analystes qui produisent de la justification de la valeur. Il me semble qu'on trouve la même chose sur le marché de l'art. La deuxième chose, c'est le marché lui-même. C'est les effets, je dirais, de marketing, les effets de cet investissement collectif. Il faut que le groupe adhère. C'est pas n'importe quelle narration qui peut l'emporter. Il faut que la narration, et ça va être pour des raisons particulières. Donc
cette narration, il faut qu'elle embraye, qu'elle soit l'objet de ce que j'appelle une polarisation mimétique, que les acteurs s'y retrouvent et y adhèrent. Donc il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de lui il a fait ça, je fais la même chose, le rôle des grands personnages qui donnent du prestige, etc. Toute cette mécanique qu'on retrouve à la fois dans les deux. Donc vous voyez à nouveau, évidemment, on ne comprend rien si on est dans un cadre de la valeur-substance, qui est le cadre aujourd'hui, évidemment, qui domine la pensée économique. Il faut penser, au contraire, ce qui semble bizarre, n'est-ce pas, c'est qu'il faut penser les marchés comme des lieux de production de la valeur. C'est ça la nouveauté. Il n'y a pas, dans mon analyse, il n'y a pas une valeur qui est antécédente au marché, c'est le marché lui-même qui produit la valeur. Alors que dans le monde de la valeur-substance, la valeur, elle est avant le marché. C'est pour ça, d'ailleurs, d'une certaine manière, le marché n'a pas d'importance. C'était encore plus net chez les classiques, parce que chez les classiques, c'était le travail, la quantité de travail qui fournissait la valeur. Donc il y avait même là l'utilité, ça renvoie à une espèce de demande, mais enfin c'est très différent. Donc on voit comment je vais finir là, d'abord ce que je retiendrai, c'est cette idée à mon avis cruciale, qui est une idée qu'on trouve chez Durkheim, qui est l'idée que toutes les valeurs suivent un même type de logique. Ce même type de logique, qu'on pourrait dire, c'est la logique de l'affect commun. L'affect commun, c'est un terme spinoziste que j'utilise avec Frédéric Lordon, qui est cette idée d'un investissement collectif. C'est de là que provient fondamentalement la valeur. Et à partir de ce point de vue, on a une vision uniforme de l'ensemble du spectre des valeurs. Et ça, c'était une idée durkheimienne. Durkheim luttait pour cette idée que toutes les valeurs étaient d'une même espèce, d'un même genre, elles étaient toutes suivant une même logique. Donc ça, c'est le point important. Et à mon avis, le grand problème justement de la théorie économique, qui est aussi le problème d'un schisme dans les sciences sociales entre d'une part l'économie d'un côté, le raisonnement économique et les autres, c'est que l'économie a apporté une réponse tout à fait particulière d'une autre nature, qui est l'idée que c'était une substance, que c'était un donné, que c'était un fait naturel, et qu'il était dans la nature des choses, en quelque sorte. Et donc, qui a là eu un obstacle, me semble-t-il, à la pensée vraie des réalités économiques. Et ça se voit surtout. Alors, on pourrait dire que le modèle, pour conclure à nouveau, le modèle, pour ce qui est de l'utilité, au fond, c'est un modèle qui fonctionne assez bien pour certains parties du social, quand les objets sont donnés, etc. Donc on a des objets utiles, c'est incontestable qu'on s'intéresse à des objets utiles, mais qu'il y a toute une partie qui échappe, me semble-t-il, assez fondamentalement. D'une part, la théorie de la monnaie, mais les théoriciens néoclassiques eux-mêmes seraient d'accord pour dire qu'il n'y a pas de vraie théorie de la monnaie, et d'autre part la théorie de la finance qui là se trompe du tout au tout en ayant voulu transposer le modèle de l'utilité au modèle de la finance. Voilà, merci, et comme ça on peut discuter maintenant. Merci beaucoup André Orléans, c'était complètement lumineux pour nous tous, je crois. Je crois que maintenant les questions, enfin il est tout à fait souhaitable, et c'est le moment de poser des questions, de faire des objections et de poursuivre donc cette réflexion directement avec André Orléans. Le micro est à votre disposition. Bonjour. Allô? Oui, ça marche. Oui, j'ai une question à propos du mimétisme. Parce que vous avez cité Durkheim, mais le mimétisme, c'est Tarde aussi. Enfin, c'est plutôt Tarde d'ailleurs que Durkheim. Et ma question, c'est qui impulse le mimétisme? C'est-à-dire que, par exemple, chez Tarde, le mimétisme est impulsé par des leaders. Alors, dans la comparaison que vous faites avec le marché de l'art, la question que je me posais, c'était, au fond, qui impulse le mimétisme dans la formation des valeurs sur le marché de l'art? Est-ce que
ce sont les collectionneurs? Est-ce que ce sont les curateurs, les experts, les conservateurs? Je ne sais pas, mais je me pose la question en fait de savoir comment naît le mimétisme qui aboutit à la formation des valeurs. Peut-être je réponds au fur et à mesure. Oui. Alors, c'est évidemment une question tout à fait importante. Je dirais la première chose, c'est que en fait, dans mon modèle, au départ, ce que j'essaye de penser, c'est comment dans un lieu où tout le monde serait, où il y aurait une espèce d'égalité entre les comment dire, si dans mon modèle, je me donnais déjà des influences asymétriques et des pouvoirs, le fait que des gens ont un capital supérieur, symbolique ou autre supérieur, alors il est en quelque sorte qui est la réalité des choses. En quelque sorte, le modèle serait plus simple puisque j'aurais déjà donné savoir ceux qui sont plus puissants que d'autres. Donc ça c'est une question, mais j'ai essayé de poser une autre question avant, c'est celle où l'ensemble des acteurs serait au même niveau. Alors quand l'ensemble des acteurs sont au même niveau, ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'activité mimétique est tous azimuts, c'est-à-dire que tout l'ensemble des acteurs essayent d'imiter les autres. Sur un marché, si vous ne savez rien, chacun va essayer de deviner. Alors, comment ça se passe sur un marché? C'est que qu'est-ce qui se passe sur un marché? Vous essayez de savoir quel va être le prix. Et qu'est-ce que c'est que le prix? Ça va être le prix qui va se former sur la base de ce que les autres pensent qu'est le prix. Donc il y a dans le mécanisme de formation des prix, le prix c'est rien d'autre que ce que les gens de ce que les acteurs vont exprimer comme demande, c'est-à-dire ce qu'eux-mêmes pensent qu'être le prix. Donc il y a une logique qui est ici, qui est une logique spéculaire. On voit tout de suite que j'appelle aussi autoréférentiel. Donc on voit tout de suite que c'est effectivement compliqué. Et je voudrais juste alors peut-être citer, justement pour rendre cette complication moins grande, citer celui qui a vraiment pensé ça, cette structure très étrange où personne ne sait rien, tout le monde est au même niveau et on essaye de découvrir quel est le prix, étant donné que le prix va être le résultat de ce que les autres vont penser. Celui qui a pensé ça, c'est Keynes dans la théorie générale. Keynes est connu comme théoricien de la macroéconomie, des déficits publics, de la relance par les déficits publics, mais il faut savoir que dans la théorie générale, il y a le livre 4 et que le livre 4 est un livre sur la finance. Et que c'est le premier, même s'il n'utilise pas ces termes, c'est le premier à avoir pensé ce que moi j'appelle l'autoréférentialité des marchés. C'est-à-dire cette structure très étrange que je viens de vous présenter, elle est présente chez Keynes. Il comprend que le marché fonctionne comme ça. Et pour expliquer, donc il conçoit aussi que c'est complexe, alors il nous en fournit un modèle. Alors je voudrais vous le proposer, comme ça vous permet de répondre à votre question. Le modèle qu'il propose, c'est le concours de beauté, c'est ce qu'il appelle le concours de beauté, qu'on appelle le concours de beauté keynésien. Il dit le marché financier, c'est comme ces concours de beauté où un journal vous propose une centaine de photographies, vous devez, c'est trop compliqué. Donc une centaine de photographies, vous essayez de découvrir les participants essayent de découvrir quelle est la plus belle photographie, étant donné que la plus belle photographie, c'est celle qui a été choisie par le jeu lui-même. Et vous avez exactement, c'est cette autoréférentialité. Et donc, je vais réfléchir sur cet exemple pour essayer de me faire comprendre. Donc, vous voyez, vous essayez de découvrir quelle est la meilleure photographie, étant donné que la meilleure photographie, ça sera celle qui sera découverte par le jeu. Premièrement, ce modèle est très différent du modèle classique qui serait celui où il y aurait une référence, c'est-à-dire celui où les participants auraient à trouver une plus belle photographie, dans lequel cette plus belle photographie serait déterminée par un jury. Dans ce cas-là, le jeu serait beaucoup plus simple, il suffirait de connaître les goûts du jury et il faudrait se calquer par rapport au goût du jury pour essayer de savoir quelle est la plus belle photographie. Donc ce serait un jeu naturel. Mais dès lors que c'est les acteurs eux-mêmes qui jouent, chacun essaye de savoir ce que les autres pensent, non pas ce qu'ils pensent vraiment, parce que ce qui se pense vraiment, quand vous rentrez dans ce jeu-là, ce que vous pensez être vraiment la plus belle photographie n'a absolument aucune importance, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ce que vous pensez que les autres pensent, mais pas ce que les autres pensent quand ils y pensent réellement, parce qu'eux-mêmes n'ont aucun intérêt, ce qu'ils pensent eux-mêmes quand ils pensent ce que vous allez faire, ok?
Donc c'est un jeu un peu compliqué, et Keynes ça le décrit tout à fait. Donc c'est cette mécanique-là. Donc ce que je dis, c'est que dans ces systèmes-là, la rationalité est mimétique. Vous essayez de savoir ce que les autres vont faire et vous la copiez. Donc il y a une espèce de mimétisme, je dirais, isotrope, et on conçoit que n'importe quoi peut arriver. Ça dépend des accidents, comment vous imitez. N'importe quelle photographie peut être la plus belle photographie. À la base de cette n'importe quelle photographie peut être l'équilibre de ce jeu si tout le monde la sélectionne, parce qu'il croit que les autres la sélectionnent. Okay ? Bien. Donc ce que je dis par rapport à ce jeu-là, c'est que désormais, ça c'est la solution zéro, c'est ce mimétisme isotrope. Dans le monde réel, il est clair que les acteurs auront appris à ce que les différents investisseurs n'ont pas la même puissance. Donc dans le monde réel, il va s'ajouter quelque chose qui est le résultat des expériences passées, qui est le fait qu'il y a des capacités de prestige, des capacités d'anticipation différentes. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine forme de prévisibilité possible, heureusement, sur le marché des actions. Les conventions, c'est-à-dire les manières dont à un moment donné les jugements se forment, ne sont pas complètement aléatoires. Ils vont suivre des règles. À un moment donné, il y a des règles de taux de profit, etc. Je veux dire, il y a tout. Si cette analyse permet de rendre compte la conventionnalité de n'importe quelle valeur dans l'abstrait, dans la réalité concrète, ces valeurs sont déterminées par les conventions qui prévalent à un moment donné. Donc, il faut étudier ces conventions et c'est ça que je propose de faire pour les marchés financiers. Ce qui est très compliqué pour les marchés financiers parce que, comme les théoriciens ont mis toujours en avant uniquement la donnée quantitative, il est facile d'avoir des historiques de prix, mais vous n'avez pas des historiques d'argumentaire. Donc, il faut construire des choses qui, des fois, n'existent pas et qui sont difficiles. Vous voyez, il faut regarder la presse, les analyses. Enfin, il y a un travail herméneutique pour comprendre comment se forme une grande. Donc, dans le cas que vous analysez, évidemment, on va être dans un monde dans lequel il y aura déjà des institutions, déjà des pouvoirs différents. Et donc, c'est ce jeu-là, avec ces pouvoirs différents, qu'il faut analyser. Donc, sur ce point, je serai très pragmatique. Je pense que dans le marché de l'art comme ailleurs, ça doit être très difficile de pouvoir prévoir exactement, mais que néanmoins, on connaît certaines puissances qui ont des capacités de valorisation supérieures à d'autres et que, à partir de ça, de ce type de jugement, on peut faire des prévisions sur les prix, par exemple. Mais toujours avec la possibilité qu'il y ait des effets inintentionnels d'un mimétisme beaucoup plus horizontal et d'effets de mode brutaux qui viennent transformer les choses. Donc, voilà. Moi, j'aurais une question qui aussi... donc, merci beaucoup pour votre très claire explication comment les choses marchent. En effet, et est-ce que ce mimétisme s'applique aussi aux producteurs de la valeur? Et donc, parce qu'on a parlé donc du marché de l'art et qui correspond à un marché des actions. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un mimétisme en action, mise en action? Et une autre chose serait, vous avez évoqué cette idée d'espace homogénéisé, qui est donc où il y a cette croyance dans la monnaie à la base de tous les échanges, donc qui est très, disons, qui correspond à notre monde occidental. Et qu'est-ce que, à votre avis, empêche que les communautés qui essayent de vivre un peu plus utopiquement, encore aujourd'hui qu'il y a déjà longtemps, pourquoi il n'y a pas un certain mimétisme? Où le mimétisme perd dans ces cas-là? Alors, pour la première question, évidemment, le mimétisme est aussi bien, est tout à fait aussi anticipé du côté des émetteurs. Pensez à Facebook, à ce qui s'est passé sur Facebook quand on a mis la mise sur le marché des actions. Évidemment, ce sont des opérations de marketing. Donc, et on joue sur tous les registres possibles du marketing. Il me semble que là, il y a une proximité absolue
avec ce que j'ai pu lire sur certaines ventes aux enchères, etc. Il y a tout un processus de marketing de façon à obtenir le prix le plus élevé, jouant sur, vous voyez, des facteurs comme dans Facebook où, par exemple, on ne sait pas très bien quels sont le business plan, comme on dit, c'est-à-dire les ressources, comment ça va être valorisé, on ne sait pas très bien, mais néanmoins, on joue sur le fait qu'il y a plusieurs milliards n'est-ce pas, de gens qui sont connectés, etc. Donc évidemment, c'est la loi, c'est la loi de la finance. Et c'est pour ça d'ailleurs que évidemment, il y a là des évaluations qui peuvent être tout à fait farfelues et complètement déconnectées des réalités productives ou bien même des nécessités économiques. C'est pour ça que je suis personnellement un partisan de ce que j'appelle la définanciarisation, c'est-à-dire je pense que ce système de valorisation, d'évaluation qui donne un tel grand rôle au marché financier est tout à fait néfaste. Je le dis pas depuis la crise, je le dis depuis 20 bonnes ou 30 bonnes années. Et que pourquoi? Parce que justement on n'est pas du tout dans le cadre de l'efficience et d'une bonne évaluation comme le croyait la pensée que je vous ai expliqué tout à l'heure, et que ça se révèle au grand jour, et que donc il faut changer les choses parce que là c'est pas des bons mécanismes satisfaisants. Pour ce que vous dites, alors oui, c'est très important, vous soulevez une question extrêmement intéressante, c'est donc j'explique à un moment donné, d'abord si on avait le temps, on pourrait déjà poser la question de pourquoi il n'y a qu'une seule monnaie. C'est-à-dire que on voit bien mon processus, peut-être vous le sentez, on peut comprendre pourquoi des groupes vont se reconnaître dans des objets particuliers, des monnaies particulières pour échanger entre elles. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une pression à l'uniformisation mondiale, et jusqu'où elle est vraie. Ça, c'est une question tout à fait intéressante qui, au fond, rejoint tout à fait votre question. C'est-à-dire, vous pouvez vous poser aussi la question de savoir pourquoi il n'y a pas des groupes qui puissent se mettre en retrait de la circulation monétaire et inventer leur propre objet de valeur, etc. Alors, la réponse est évidente, c'est que pour faire ça, nous avons tous besoin en général de manger, de boire, de nous chauffer, et que donc ça signifie qu'il faut qu'on ait accès à tous ces biens, et donc il faut qu'on soit dans l'espace monétaire de ceux qui produisent à manger, à boire, des maisons, etc. Donc il y a une pression très forte à être dans l'espace de plus grande circulation de marchandises, parce que c'est celui qui vous permet d'obtenir ce dont vous avez besoin. Ceci dit, nous savons que ce dont vous parlez, je ne sais pas si vous savez, mais enfin il y a des vraies expériences de ce qu'on appelle des systèmes d'échange locaux ou des monnaies locales, où il y a des groupes qui en effet construisent des monnaies d'échange pour eux-mêmes. Hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'échange locaux, et en anglais c'est les LEST, je me souviens plus. Celle, ouais, enfin voilà, donc excusez-moi. Donc ça existe, on a bien ça. Et alors, ce qui souvent va les impulser, c'est le fait que dans les périodes de crise, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la monnaie centrale, la monnaie devient tellement rare que de toute façon, ces gens-là sont exclus du circuit monétaire. Donc le fait de changer de monnaie, ici, ça leur coûte, ils sont obligés de le faire. Donc ils sont exclus, ils n'ont pas de monnaie, donc ils créent un nouveau système d'échange sur la base d'une nouvelle monnaie. Donc c'est tout à fait possible, mais on voit bien que c'est des rapports de force entre pouvoirs, entre vos intérêts, etc. Donc c'est compliqué, et on comprend aussi qu'il puisse y avoir une pression très forte à utiliser la monnaie la plus utilisée, parce que c'est celle qui vous facilite les choses, mais il y a des contre-tendances, etc. Juste un point sur ces expériences, parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles montrent aussi comment souvent ces systèmes d'échanges locaux sont liés à des groupes qui veulent lutter contre justement l'économie marchande, contre l'économie capitaliste. Hein, il y a aussi des revendications idéologiques qui fait qu'on choisit un mode d'échange qui n'est pas le mode insatisfaisant de la marchandisation, par exemple. Notez qu'il est très intéressant quand même de voir que ces groupes-là utilisent quand même de la monnaie.
Hein, c'est frappant, c'est-à-dire qu'ils utilisent eux-mêmes de la monnaie alors que souvent ils vont avoir un discours, à juste titre, hein, contre, disons, la monnaie capitaliste. Et ça me permet, il y a une espèce de paradoxe, mais qui est résolu dès lors qu'on comprend que la monnaie elle-même a une forme duale dans ses valeurs. Parce que la monnaie, en tant qu'elle est le résultat de l'investissement collectif, est quelque chose d'éminemment social. C'est quelque chose qui quand même correspond à notre être commun, à quelque chose que nous possédons en groupe. Donc il y a quelque chose de très fort, de très chaud dans la monnaie. Et on le voit bien, et au fond, c'est seulement dans nos sociétés, aujourd'hui, dans les sociétés capitalistes, qu'elle a pris un caractère péjoratif, parce qu'elle a pris aussi, elle s'est liée à la valeur de l'égoïsme, de la spéculation, etc. Donc là, aujourd'hui, la monnaie a une valeur double. Elle est à la fois le représentant du collectif, donc de notre souveraineté sur un certain espace, mais en même temps, elle est l'instrument de l'inégalité, de la spéculation, du profit. Et si vous remontez aux sociétés primitives, vous apercevez que ce deuxième trait disparaît et que les monnaies des sociétés primitives, qui ne sont évidemment pas des monnaies marchandes, il n'y a pas de marchandises qui circulent, qui sont des monnaies d'expression de la valeur pour un certain nombre de prestations, souvent rituelles, donc de très haute portée sociale, que dans ces sociétés, les monnaies sont vraiment vénérées. Ce sont des objets à propos desquels on n'imagine pas pouvoir s'en passer. Hein, on voit bien ici que dans les sociétés donc primitives, ma théorie au fond fonctionne très bien parce que on a déjà des monnaies, parce qu'on a déjà des investissements collectifs, on a déjà des expressions de la valeur. Cette valeur, elle ne sert pas à acheter des marchandises parce qu'elle n'y en a pas, mais elles servent à exprimer la valeur d'un ancêtre, elle va servir à payer les sanctions, elle va servir dans les circuits religieux comme objet de paiement, etc. Elle va servir dans le circuit des femmes, dans le paiement de la dot, etc. Donc elle va avoir des attributs tout à fait élevés dans la hiérarchie de valeur, et elles sont vénérées, parce que on voit bien cette dimension collective. Et je trouve que l'autre théorie, qui est celle de la valeur de l'économie, la monnaie instrument, évidemment, ici, n'expliquerait pas ces phénomènes. Bonjour, je voudrais aborder une question qui s'est, je pense, beaucoup développée ces derniers temps, notamment sur la pression du web, qui est la singularisation de la valeur. C'est-à-dire que dans votre modèle, comme dans le modèle classique, une même chose a quand même une même valeur à un moment donné, même si elle fluctue d'une façon qui ne suit effectivement pas l'offre de la loi et de la demande. Or, dans beaucoup de domaines, et c'est sans doute, alors c'est sûrement pas vrai dans le marché de la finance, mais c'est sans doute vrai dans le marché de l'art, un même objet n'a pas le même prix à un même moment, selon à qui il est offert, pour qui et par quels moyens on peut l'obtenir. Et parce que sur le web, on a accès à beaucoup d'informations, les gens consacrent beaucoup d'énergie à trouver à quel endroit ils vont trouver et par quel biais ils vont trouver un produit à un prix extrêmement bas à un moment donné. Et je pense que dans le marché de l'art, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que si j'achète une œuvre directement à l'artiste, je vais la payer beaucoup moins cher que si je l'achète à la galerie qui la vend. Alors bon, là on peut se dire que c'est un petit phénomène marginal parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent personnellement l'artiste, etc. Sauf que ce système de mise en réseau qui peut amener un bien ou une œuvre jusqu'à quelqu'un et circule de façon beaucoup plus fluide, et que donc ça devient non pas un phénomène marginal mais à une grande échelle et qui affecte réellement l'économie. Voilà, ce fait que selon le circuit par lequel elle passe, la valeur n'est pas au même niveau à un même moment donné, selon le circuit par lequel elle atteint une personne, la personne de l'acheteur. Et l'autre point, mais qui est un petit peu lié aussi, c'est toujours le côté singulier de la valeur, c'est-à-dire que c'est plus la même monnaie pour tout le monde. Vous avez parlé des CEL, enfin des systèmes d'échange locaux, mais il y a aussi beaucoup d'autres monnaies partielles, semi-monnaies, qui se développent énormément, qui sont, je cite pêle-mêle, les tickets resto, les bons de réduction, tout ce qui est
des espèces de semi-monnaies, les miles, qui sont des espèces de semi-monnaies frappées par des entreprises ou par des instances privées et qui modifient la valeur des choses, mais qui ne sont valables que ou les bons cadeaux, qui sont vraiment des grosses monnaies d'échange, les bons Fnac, ce genre de choses, qui modifient substantiellement, mais qui sont valables pour les gens donnés, c'est-à-dire elles sont nominatives et dans un sous-système du système. Donc voilà, comment ces valeurs un peu différenciées trouvent la place dans votre modèle ? Mais je veux dire, j'ai aucune difficulté avec ces questions, au contraire. Donc, au contraire, parce que dès lors, pour qui ce serait vraiment un problème, c'est précisément les partisans de la valeur substance qui pensent qu'un même objet, le même item, d'ailleurs c'est vrai de toutes les théories de la valeur, qui pensent que le même objet a forcément la même valeur. Tous les objets identiques ont exactement la même valeur, donc forcément le même prix. Donc ça, c'est une des caractéristiques des théories de la valeur substance. C'est comme elle est dans l'objet lui-même, tous les objets, justement, moi je vais tout à fait dans votre sens, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout une nécessité, puisque la valeur dépend du référentiel, elle dépend du système monétaire dans lequel vous possédez et de la référence que vous choisissez. Il n'y a pas en quelque sorte, il n'y a pas de transcendance, cette idée d'une espèce de transcendance de la valeur qui s'imposerait à tous, c'est faux. Il n'y a que des systèmes d'échange particuliers qui sont organisés. Donc, je suis tout à fait de ce point de vue. Je pense d'ailleurs, c'est vrai que le même bien dans des systèmes monétaires différents va avoir des prix différents et bon, ça peut tout à fait exister. Donc, ça va dans mon sens. Alors, même on le sait même c'est vrai pour les actions. Des actions identiques peuvent avoir des prix différents sur deux marchés différents. Donc ça c'est observé. D'ailleurs, c'est une anomalie. On se demande comment c'est possible. Voilà. Donc on a ce genre de choses. Disons que pour moi, ça renvoie à tout ce pan particulier qui est la question de la concurrence, comme vous comprenez. C'est-à-dire, ça va renvoyer au fait que comment va être organisée la concurrence. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre des producteurs, des consommateurs proches? Est-ce qu'on va avoir un marché unifié, etc. Mais en tout cas, dans ma conception, précisément comme la valeur est liée à l'institution de la monnaie, il n'y a aucune nécessité pour qu'un même item ait le même valeur s'il est dans des... Donc ça va tout à fait dans mon sens. La deuxième chose que vous posez, c'est en effet l'idée d'une pluralité des monnaies. Alors ça aussi, c'est un point que je soutiens, voilà comment je le présente. Le fait qu'il y ait à un moment donné une seule monnaie qui vaut monnaie officielle, comme par exemple l'euro ou comme ça a été le franc, il faut bien se rendre compte que c'est un carcan extrêmement fort sur la société. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec l'euro. C'est-à-dire le fait que maintenant on est obligé de payer de l'euro, qui est une monnaie que nous ne produisons pas, les pays ils se rendent compte que... Mais ça, nous le savons tous... puisque nous avons nos fins de mois et on sait que c'est difficile de payer dans une monnaie que nous ne créons pas et donc il faut l'avoir. Donc il est clair que la monnaie, par son unité, produit une pression extrêmement puissante sur les acteurs et qu'il peut avoir un arbitrage au niveau des nations entre le choix d'accepter cette pression très forte qui peut avoir des avantages ou au contraire de ne pas accepter, par exemple, d'avoir des monnaies différentes au lieu d'avoir la même monnaie de l'euro. Il y a évidemment un arbitrage qui est possible là-dessus. Mais il est clair que dans l'histoire de l'économie, cette pression se traduit par le fait qu'il y a toujours la tendance à produire des autres monnaies. C'est-à-dire il y a comme dans le système, il y a des forces qui essayent toujours de pouvoir payer avec leur monnaie. Et donc, c'est tout à fait présent. Et si vous êtes des forces très puissantes, si vous êtes vous et moi, vous n'avez aucune chance de payer dans votre monnaie, mais les forces très puissantes y réussissent. Et en fait, quand on y réfléchit, la monnaie aujourd'hui, elle est créée essentiellement par les banques quand elles font du crédit aux entreprises. Parce que la monnaie aujourd'hui, on pense aux billets euros, mais ces billets euros, ils sont émis d'abord, en fait ce qui est d'abord émis, c'est les banques qui d'abord
émettent de la monnaie. C'est pas la Banque centrale, elle ne fait que prêter aux banques. Ceux qui émettent de la monnaie, c'est les banques. Pourquoi? Parce que l'acteur qui, lui, a besoin d'un accès à la monnaie centrale, c'est l'entreprise. Donc les entreprises, pour payer les salaires et les inputs avant de vendre, elles ont besoin d'un fonds de roulement, elles vont auprès des entreprises, et le système est fait pour que des banques, elles vont auprès des banques, et les banques leur prêtent, et pour les prêter, créent de la monnaie. Donc dans notre système même, la souveraineté monétaire est partagée entre la Banque de France et les banques, parce que le système reconnaît que les entreprises ont un rôle à jouer particulier, donc on leur accorde ce privilège de pouvoir s'emprunter auprès des banques. Donc, mais cette pression est tout le temps constante, et elle apparaît beaucoup dans les crises. Dans les crises, c'est toujours ce moment où la crise monétaire, c'est on ne croit plus en cette monnaie, on voudrait en avoir une autre. Il y en a les famines monétaires, justement, quand les gens sont privés de monnaie, etc. Donc il y a toujours une pression, la lutte sur l'unicité. La monnaie n'est pas unique éternellement. L'unicité de la monnaie à un moment donné, c'est comme tout, quoi, les œuvres d'art, les valeurs. L'unité de la monnaie, elle est toujours tendancielle. Il y a toujours des forces qui essayent de la transformer. Par exemple, aux États-Unis, pendant très longtemps, les producteurs d'argent voulaient que l'argent remplace l'or, enfin, ou qu'on ait un bimétallisme. Et ça a duré très très longtemps. Évidemment, on comprend l'intérêt des producteurs d'argent à ce qui est du bimétallisme. Et ça a duré très très longtemps. Donc, et ça, c'est constant dans la société. Constant, il y a des formes. Alors, les formes que vous citez, à mon sens, elles sont quand même assez périphériques d'un point de vue. Enfin, elles expriment quelque chose, mais elles sont assez... leurs possibilités d'émission sont assez réduites par rapport aux banques, par exemple. Mais enfin, c'est un élément... je trouve que les SEL seraient plus parlants comme processus de monnaie locale qui se distingue de la monnaie centrale, mais ce sont... ou juste une autre chose, c'est que la grande évolution aussi, c'est ce que pourrait faire, ce qu'aurait voulu la finance aussi, ou le capitalisme. Quand le capitalisme financier s'est développé, au fond, on peut dire, parce qu'on est entre nous, que les actions... Les actions étaient une sorte de monnaie pour eux, parce que d'ailleurs, avec les actions, les titres de propriété, les entreprises peuvent en acheter d'autres. Avec les actions, on peut rémunérer les dirigeants. Donc l'action n'est pas simplement un truc qu'on évalue, mais c'est en même temps quelque chose qui circule et c'est une forme de pouvoir d'achat. Et en quelque sorte, le capitalisme financiarisé, c'est un capitalisme qui a essayé de développer cette forme monétaire, ces formes moi j'appelle de liquidité, qui n'étaient ni les monnaies centrales, ni les monnaies bancaires, qui étaient ces monnaie financière. Donc il y a une espèce de développement au fond, le capitalisme serait flamboyant s'il pouvait payer avec ses titres de propriété. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas acheter votre baguette avec un titre, avec une action. Mais le jour où ce sera possible, et il y a des cas où ça s'est observé dans l'histoire, évidemment, il y aura un pouvoir du capital des entreprises à pouvoir émettre des moyens de paiement. Donc ils ne l'ont pas, mais il y a une espèce de tendance quand même. Le fait que les acteurs très puissants par leur force ne peuvent pas émettre du pouvoir d'achat, quand on est très très puissant, on n'aime pas ça. On aimerait pouvoir arriver à produire la valeur. Et derrière ça, il y a aussi l'idée de qu'est-ce que c'est que la valeur, hein, parce que notez à quel point la valeur a changé, la valeur monétaire. Il y a aujourd'hui une conception plus financière de la valeur. Avant, la valeur, c'était beaucoup lié à la garantie de l'État. Parce que la représentation, pour nous, en quelque sorte, il y avait dans les groupes nationaux, disons pendant les 30 Glorieuses, l'idée que les valeurs, c'était au fond la protection, le modèle social, la protection du territoire. Donc il y avait une reconnaissance du fait que l'État produisait quelque chose qui était de la valeur. Ce qui est formidable dans la dernière période, entre guillemets, c'est de voir que ça a de plus en plus disparu. Cette idée, cette conception de la valeur, aujourd'hui, on entend dire de manière très courante qu'il n'y a que les entreprises qui créent de la valeur. C'est quelque chose qu'on entend très, très, très fréquemment. Il n'y a que les entreprises qu'on dit, vous savez, on dit les emplois publics, on ne peut pas créer d'emplois publics parce que l'État ne crée pas de valeur et donc c'est que les emplois privés qui sont des bons emplois. Donc il y a cette idée, il y a une transformation de la valeur qui de plus en plus c'est uniquement identifié à la production de marchandises privées en disant que c'est la valeur.
je signale qu'il n'y a pas de définition substantielle. C'est la manière dont nos sociétés conçoivent la monnaie et la valeur. Il n'y a aucune réalité. Avant, on pensait que c'était le travail. Il y a une... Je veux dire, rien n'est absurde. Le travail, l'utilité, l'État, les entreprises privées, tout ça a du sens. On peut dire qu'on participe tous. C'est vrai que le travail, on se dit c'est de la valeur, etc. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que cette question de la valeur économique dans l'abstrait, elle n'a pas de sens. On peut trouver différents argumentaires. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on dirait que la nature, qui est toujours absente, la nature est une productrice de la valeur, elle est immense. Je veux dire, il ne faut pas oublier quand même que quand on dit qu'on produit le PNB de 2%, on produit 2%, mais on a détruit une partie de la nature qu'on n'a pas reproduit. Donc il y a une partie de ce qui a été produit qui provient ni du travail, ni des machines, mais qui vient de la destruction de la planète, de la nature. Donc je veux dire, il n'y a pas de conception substantielle. On peut réfléchir tant qu'on veut, on ne saura jamais ce que c'est que la valeur exacte, parce que le travail y rentre, c'est vrai que c'est de l'utilité, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que les sociétés sont obligées de se déterminer quand elles font la monnaie, parce qu'elles sont obligées de développer un argumentaire, une vision de la monnaie qui est dans la politique monétaire, et dans la politique monétaire, il s'exprime une conception de la valeur. Et elle est conventionnelle, mais elle va évaluer. Et moi, je pense qu'on est passé d'une conception étatique, nationale de la valeur, à une conception financière de la valeur. Une remarque à une question, je vous repasse tout de suite. Juste, en vous écoutant, on comprend très bien, au fond, le ressort de la fascination du marché de l'art, bien au-delà du monde des amateurs. On voit très bien que si ça fascine tellement, lorsqu'on voit, on parle beaucoup plus de l'art dans les pages boursières des grands quotidiens nationaux que dans les pages de critique d'art. Ça, c'est très frappant. La critique d'art n'a plus véritablement pignon sur rue. Nous le voyons tous les jours. Mais en revanche, la question de l'évaluation se donne à lire très clairement, très lucidement dans le champ de l'art. Et en vous écoutant, on comprend très bien aussi donc ce ressort extraordinaire d'une fascination tout à fait inédite depuis une dizaine d'années, parce que c'est peut-être là que l'élaboration, la construction de la valeur se donne le plus clairement à lire. Elle se donne à lire, voilà, comme œuvre collective. Donc peut-être, ça c'est peut-être une remarque. Mais j'avais une question, parce qu'en vous écoutant, vous insistiez sur le fait que, au fond, l'approche substantiviste de la valeur s'est maintenue chez les économistes, et elle se maintient chez les économistes pour des raisons de structure. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand même depuis le début du XXe siècle, les anthropologues n'avaient pas cessé de mettre en cause la notion d'utilité, par exemple. Alors, est-ce que véritablement les économistes ont toujours été aussi sourds aux travaux de Mauss, de Malinowski, etc., de tous ces anthropologues qui montraient que l'utilité était peut-être le rapport le moins évident aux choses, aux objets? Absolument, vous seriez surpris. Ce qui fait qu'il y a toujours, c'est toujours difficile pour un économiste comme moi de parler dans des salles de sciences sociales, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a un exotisme total. Et donc, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je dis, vous voyez, sur la monnaie, des choses comme ça, qu'en effet, doivent vous paraître d'une banalité absolue, mais qui, en économie, n'ont pas du tout cours. Cette idée que la valeur, c'est l'utilité, c'est vraiment le cœur de la doctrine, et personne ne le remet en cause. Vraiment, personne ne le remet en cause. Non, d'abord, premièrement, je vais dire du mal de mes collègues. D'abord, les économistes ne lisent pas de livres. Vous savez, les économistes ne lisent... Mais enfin, il ne faut pas trop s'en moquer, parce que c'est comme les physiciens. C'est-à-dire, ils lisent que des articles. Donc, mais malheureusement, l'économie n'est pas comme la physique. Bon, mais enfin, voilà, ils lisent que des articles, donc ils ne lisent pas de livres. Alors, ils ne lisent pas de livres d'économie. Alors, des livres de sciences sociales, non. Il ne faut pas rêver. Donc, non, c'est pas. Il y a là vraiment, je crois, un grand fossé. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer justement de mettre ça en scène et de ne pas et de montrer quand même que l'économie apportait quelque chose. Parce que ça saisissait quand même quelque chose, parce que l'utilité quand même est une partie vraie de notre monde. Mais non, vous seriez surpris à quel point ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas, oui. Et d'autres, juste pour la première question, j'ai lu aussi que justement vous avez raison sur cette fascination qu'on peut avoir par rapport à l'évaluation d'art, qui est en quelque sorte une espèce de la meilleure, en quelque sorte la plus sûre, comme vous le disiez. C'est vrai qu'on voit beaucoup de grands
capitaliste, investir énormément dans le métier. Et il semble, je lis un peu, que ça soit surtout vrai des financiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, à votre connaissance, ce serait plus vrai des financiers que des industriels ou pas? Bon, enfin, c'est une... Moi, je ne suis vraiment pas du tout, peut-être que dans la salle, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi. Je remarque simplement qu'en France, il y a une particularité, c'est la force de l'industrie du luxe. Oui. Et que ce n'est pas un hasard si l'industrie du luxe investit massivement dans le champ de l'art. Ouais. Donc c'est peut-être une semi-réponse ou un quart de réponse, peut-être. Mais... Ouais. Moi, je voulais poser une question parce que vous avez assez bien expliqué et comment la valeur se crée si on a un bien utile ou un bien moins utile mais qui est un objet d'art. Mais comment ça se passe, la création de valeur dans ce qu'on appelle capitalisme cognitif où on a la valeur est créée, donne à une chose, à un bien immatériel, n'est-ce pas? Comment se crée la valeur du bien immatériel? Mais, au contraire, je veux dire, la difficulté de penser la valeur immatérielle, elle est évidemment du côté des théoriciens de la substance, parce que précisément, il semble que l'immatériel, le cognitif, échappe, puisqu'il n'est pas de l'ordre du matériel. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile, puisque je ne pense pas que la valorisation, je pense que c'est un effet conventionnel. Donc prenons l'exemple des biotechnologies. Les biotechnologies, il y a des entreprises de biotechnologie qui sont évaluées fortement sur le marché, alors qu'elles n'ont inventé aucun produit, et que c'est simplement on les achète parce qu'elles ont l'espoir, pas forcément faux, de pouvoir produire des produits. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de... Si vous croyez que dès lors que vous pouvez faire l'hypothèse et l'argumentaire qu'il y a un certain type de progrès scientifique qui peut produire plus tard des profits, le fait que ça soit matériel ou immatériel n'a pas d'importance. Donc ce qui compte, c'est l'argumentaire, la convention. C'est évidemment, ces argumentaires, je ne dis pas que c'est jamais n'importe quoi, c'est essayer de montrer les déterminations toujours du profit, mais les déterminations du profit, on sait bien qu'elles sont aussi du côté des connaissances que du côté des machines. Donc ce modèle de l'immatériel c'est pas difficile. Regardez ce qui s'est passé sur la bulle Internet, sur la bulle technologique et tout. Moi, j'avais une petite question. Je trouve que vos travaux sont très proches, très inspirés probablement du philosophe Jean-Joseph Gou, qui a écrit sur la frivolité de la valeur. Et est-ce que, comme lui, vous diriez que peut-être la monnaie serait plus proche de la langue, du langage ? Alors, un système d'échange, de représentation et d'échange. Oui, j'apprécie beaucoup ces travaux. En effet, c'est une comparaison oui, que je retiens aussi. Oui. La seule différence que je mettrais par rapport à la langue, peut-être, c'est ce côté, justement, du côté peut-être de ce côté de l'investissement affectif. Il y a quelque chose dans le modèle de la langue qui peut être compris comme un modèle essentiellement de coordination, ce qui permet des externalités dans un groupe, on se parle, etc. Donc il y a quelque chose qui est comme ça, qui réunit, qu'on trouve dans la monnaie, qui est en effet une dimension de la monnaie, mais il y a quelque chose d'autre qui est cette espèce de l'investissement affectif dans l'objet, qui évidemment est un peu différent pour la langue. Le fait qu'on peut thésauriser de la monnaie, donc il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre, qui lui donne aussi beaucoup de sa puissance, qui est ce rapport de thésaurisation, de fascination, etc., qui est un peu différent. Donc, ouais. Pardon. J'ai encore une question à propos du mimétisme sur lequel, la manière dont vous le définissez. Une interrogation que j'ai, c'est est-ce que vous pensez, qu'il y a des résistances au mimétisme ou des obstacles au mimétisme, et de quel ordre? C'est-à-dire, on a l'impression que la relation mimétique que vous posez, d'abord, il y a le problème de la création d'une différence, et là, qui est un premier point, et le deuxième point, c'est en gros, peut-être ce que vous dites d'ailleurs dans la modification des récits qui est attachée aux valeurs, comment est-ce que ça apparaît
Et comment est-ce que là, au fond, il y a voilà, une résistance au mimétisme? Mais c'est, en effet, je pense beaucoup à cette question de la résilience au mimétisme, parce que quelquefois, et il me semble que le plus souvent, pour moi, le modèle de mimétisme est plutôt le modèle de la crise, c'est le modèle de la crise de référence. Quand il n'y a pas de référence commune, précisément, c'est là, dans le cas du jeu autoréférentiel, c'est là qu'on a du mimétisme. Donc, moi, je le vois plutôt comme ce moment de crise. Quand les choses se passent bien, le mimétisme, quand les choses se passent bien, il y a des références qui sont émises. Donc les acteurs, comme dans les conventions dont je parle, les acteurs sur les marchés financiers ou sur le marché de l'art ne font pas n'importe quoi. Ils ont accès à des structures déjà, à des conventions. Et ils ne traitent pas, ils n'y rentrent pas en disant tiens, qu'est-ce que l'autre va penser, que l'autre va penser. Ça, c'est plutôt la forme de crise. Donc le modèle, je dirais, le plus fréquent, au contraire, c'est qu'il y a des institutions qui font référence, auxquelles on fait référence. Voyez, et à partir de quoi je n'ai pas de résultats généraux. Pour revenir à votre dernière question, après il faut analyser les dispositifs, les agencements, les différents pouvoirs en cause. Je veux dire, j'ai pas un modèle comme ça, voyez, qui résout tous les problèmes. Donc, premièrement, mais l'intérêt du mimétisme, c'est qu'il pense à la fois l'émergence de la référence. C'est ça qui est c'est ça le résultat intéressant que j'avais vu dans la monnaie. C'est-à-dire qu'au départ dans la monnaie, c'est-à-dire que le phénomène mimétique, parce qu'il tend à la polarisation, crée une différence, par le jeu libre du mimétisme. Il n'est pas isotrope. Quand quelque chose commence à attirer plus d'individus, c'est cumulatif. Il y a plus d'individus qui vont le choisir. Donc il va y avoir des différences qui vont émerger par le jeu mimétique. Et ces différences, elles acquièrent une puissance, celle de l'affect commun, qui est au fondement de l'institution. Et quand il y a ce processus-là, alors la référence joue directement et les acteurs sont transformés. Ils ne se demandent plus qu'est-ce qui se passe, ils font avec la référence. Mais cette référence elle-même, elle peut, par exemple, sur un marché, si on nous dit, prenons l'exemple, c'est les industries de l'Internet, alors je fais ça, je vais à les industries de l'Internet, mais de temps en temps, ça ne donne pas tout à fait le bon résultat. Il y a d'autres entreprises un peu, on ne sait pas où il est classé, qui sont là. Donc il peut y avoir une espèce de bruit, il peut y avoir des chocs macroéconomiques. Et donc, quelquefois, on peut douter de la référence, mais plus vous doutez de la référence, plus la référence devient douteuse, parce que moins elle est prédictive, plus il y a de gens qui sont en train de douter, donc il y a un mécanisme, tout mon truc c'est là-dessus, c'est des mécanismes de ce que j'appelle de feedback positif qui font que d'une part des mécanismes de producteurs de référence et d'autre part des mécanismes de producteurs d'indifférenciation. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que la puissance en quelque sorte intéressante du mimétisme, c'est son polymorphisme, c'est-à-dire qu'il peut expliquer aussi bien la production de différences que justement le mimétisme pur. Par exemple, au départ, cette idée du mimétisme est pour moi importante parce que la théorie économique, elle commence par un consommateur qui sait ce qu'il veut. Donc le consommateur, il sait ce qu'il veut, il a une fonction d'utilité. Donc, comme je l'ai expliqué, ça c'est intéressant. C'est vrai que pour plein de produits, on sait à peu près ce qu'on veut et que ça décrit une partie de la réalité. Il y a cette idée de souveraineté du consommateur. Mais on voit que cette hypothèse ne peut être que locale. Sur long terme, il y a plein de nouveaux produits. Quand des nouveaux produits arrivent, on ne les connaît pas. Et les effets de diffusion de ce nouveau produit sont très liés à des effets de prestige, à des effets mimétiques, à des effets de rivalité. Donc, on a ce champ de rivalité qui peut être décrit. Mais l'intérêt de l'hypothèse mimétique, c'est qu'elle rend compte aussi bien du mécanisme de rivalité, du mécanisme où je me cherche un modèle pour savoir comment faire, que du mécanisme où tout le monde croit à un modèle qui a été donné, parce que ça aussi c'est un modèle mimétique, tout le monde a l'idée de ce modèle qui est de mon modèle et tout le monde le copie. Le mimétisme peut produire aussi bien cette rivalité indifférenciée que le fait que tout le monde se reporte à une norme qui est acceptée par tous et qui se reproduit par effet mimétique. Bon, je ne peux pas trop développer, mais c'est cette idée de polymorphisme du mimétisme qui est intéressante conceptuellement pour... Bonsoir, je ne sais pas si on a encore le temps pour une question. Si. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Oui, ça va.
D'accord. En fait, c'est une question d'ordre assez général que je voulais vous poser. D'abord, je vous remercie pour cet exposé et pour sa limpidité assez impressionnante. Mais j'avais en fait un petit problème, c'est que je me demande en fait jusqu'à quel point sa limpidité serait pas aussi la conséquence en fait d'un passage que vous feriez entre une théorie de la substance. Enfin, ça, je pense que c'est ce à quoi vous opposeriez en fait une simple, mais je mets simple entre guillemets, théorie des représentations en fait. C'est-à-dire que pour vous, finalement, la question de la valeur, est-ce que ce serait que dans un domaine intersubjectif de la question des représentations, ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Voilà. Son qualificatif, je ne sais pas très bien, ça revient aussi un peu sur la question de Tarde, c'est-à-dire c'est évidemment de l'intersubjectif parce que les acteurs justement sont dans la recherche de référence, et cette recherche de référence ils les font en essayant de voir ce que les autres font. Donc il y a bien cette dimension, mais la dimension qui est aussi importante pour moi, c'est que le fait qu'à un moment donné il y a une différence de potentiel qui est créée, il y a quelque chose qui émerge qui n'est plus au même niveau, c'est pour ça en cela que je suis durkheimien, c'est-à-dire qui fait que il y a comme j'appelle l'affect commun, il y a quelque chose qui est une espèce de mise à distance par rapport de la production des acteurs par rapport aux acteurs. C'est ça qui est central, et c'est en cela que dans la discussion entre Tarde et Durkheim, je serais du côté de Durkheim. Non pas que je n'apprécie pas Tarde, je trouve qu'il y a plein de choses dans Tarde, mais au fond pour moi Tarde c'est Durkheim moins en quelque sorte le fait social et l'extériorité. Je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas, enfin je comprends, c'est des débats donc évidemment très, très riches, mais c'est ça mon point. Je pense qu'à un moment donné l'extériorisation du social, la mise à distance du social émerge, et c'est ça le point qui est pour moi central, qui fait qu'il y a cette différence par rapport à la théorie économique. Oui. Oui, enfin, justement, en fait, c'est là que je reviens avec la question des représentations, parce que pour moi, quelque part, elle surdétermine ce débat entre Tarde et Durkheim, quelque part. Et c'est là que ni l'un ni l'autre sont véritablement matérialistes, je dirais. Et c'est pour ça que je me demande, en fait, jusqu'à quel point votre opposition, sur un plan vraiment très général, serait finalement une opposition entre une théorie de la substance qui, dans le grand partage entre les mots et les choses, nous trouverait quelque chose de fondamental du côté des choses, auquel les mots n'auraient qu'à se plier, et que vous seriez du côté d'une théorie des représentations qui reprendrait le grand partage entre les mots et les choses, mais qui cette fois en fait insisterait sur la dimension objective du discours et des mots aux dépens de la relation avec l'objet, auquel il faudrait chercher ensuite une éventuelle correspondance, mais si je vous ai bien suivi, c'est peut-être même pas vraiment le problème. Alors, non, oui, je comprends. Mais là, alors, ce que vous posez un problème, en fait, en plus général que celui que je viens de penser, qui est le cadre général, en quelque sorte, de mon approche. Alors, parce que ça, c'est un élément dans un cadre général. En fait, je dirais que... comment dire, dans mon approche, personnellement, je pars des relations sociales. Et je dirais que mon cadre est marxiste. C'est-à-dire que mon point de départ, comme j'étudie l'économie, en fait, j'étudie deux types de relations qui sont la relation marchande et la relation salariale. Et donc, mon point de départ conceptuel, c'est l'analyse de ces relations. Là, donc, c'est un peu plus... c'est plus compliqué que... Mais là, ça va nous emporter trop. Je voulais juste vous demander en fait... On vous passera le micro après. Non, mais ça rejoint ce que vous dites. Je voulais juste vous demander comment, enfin d'un point de vue descriptif, je comprends très bien cet investissement collectif de la monnaie et de l'or et de tout un tas de produits de ce type. Mais j'aimerais savoir comment vous le comprenez d'un point de vue en quelque sorte psychologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le comprendre dans une logique de subjectivité
ou d'intersubjectivité qui finalement crée la valeur en termes de satisfaction des individus, par exemple, sociale ou socio-cognitive. Est-ce que d'un point de vue plus profond, vous interprétez ça d'une manière psychologique des individus? C'est-à-dire forcément, il y a quand on fait des sciences sociales, forcément il y a des éléments de psychologie spontanée qu'on incorpore, mais c'est pas mon point central, vraiment, ces questions. Moi, j'ai l'impression de plutôt traiter de questions sociales, c'est-à-dire des questions plutôt d'intérêt, des questions de pouvoir, des questions évidemment de satisfaction de ces intérêts. C'est plutôt dans ce cadre-là que je raisonne. Donc, par exemple, le rapport à la monnaie, c'est un rapport d'investissement affectif qui donne à la monnaie une puissance, mais cette puissance de la monnaie, elle doit se vérifier. Je ne vais pas rester dans mon modèle, je ne reste pas sur mon tas d'or et puis je suis content avec le tas d'or. Le tas d'or en question, il a sa valeur parce qu'il me permet d'avoir accès aux marchandises. Donc il y a bien un moment d'investissement dans la monnaie, mais qui doit conduire à l'achat de marchandises. Donc je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Donc les acteurs sont saisis comme ça, à travers le rapport de puissance. Ils sont saisis à travers, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à travers les relations soit marchandes, soit salariales. Donc il y a forcément des éléments de psychologie, mais c'est des éléments de psychologie adaptés à une perspective sociale qui est cette vision de l'économie. Je sais que ça ne suffit pas, mais... Oui, la question que je voulais poser, à laquelle toutes les interventions là me font penser, je disais en rigolant, est-ce que Dieu existe? C'est pour le marché de l'art comme pour le marché des entreprises ou de la finance, finalement. Qu'est-ce qui fait cette émergence et cette focalisation du phénomène? Quelque part, qui fait le premier mouvement? Ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça se fixe quand même sur telles entreprises ou telles œuvres plutôt que telles autres? Est-ce que c'est l'aléa pur, qui serait une sorte de nihilisme, ou est-ce que quand même il y a des raisons que ça se cristallise sur telle ou telle chose, parce que le mimétisme, il y a quand même toujours quelqu'un qui fait un premier mouvement, quoi. Alors, en effet, d'abord, donc c'est marrant, toutes ces questions reviennent un peu à cette même idée. En effet, n'importe quelle convention, n'importe quelle évaluation ne va pas se maintenir. Je pense qu'il y a un moment d'une espèce d'indétermination, de conventionnalité de la valeur, mais il est clair que elle doit être capable, cette valeur, de pouvoir se reproduire, c'est-à-dire d'abord ces conventions, pour ce qui est, c'est des prévisions de profit, c'est des prévisions de croissance. Donc dans la suite, il faut voir si ça ne marche pas, on va en changer, etc. Malheureusement, il y a... Donc il y a un jeu, donc il y a un jeu quand la convention émerge, oui. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part la convention, c'est-à-dire il n'y a pas comme un monde qui est déjà créé. La convention, c'est une espèce de postulat de valorisation sur qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire de l'industrialisation, est-ce qu'on va faire de la nouvelle technologie, etc. Donc c'est une espèce de postulat. Donc déjà, en fait, ça a des effets sociaux extrêmement importants parce que ça enlève des choses, etc. Ça enlève des possibilités d'autres. Et ensuite, la manière dont ça va perdurer va dépendre de la capacité de ces conventions à se réaliser plus ou moins par rapport au réel. Donc c'est forcément un jeu par rapport à la... Je ne sais pas où était la question tout à l'heure, mais il y a forcément un jeu par rapport à la réalité. Si le profit ne vient pas, s'il se passe ceci ou cela, on va changer par exemple, sinon on n'expliquerait pas pourquoi les conventions finissent. La convention Internet, elle se détruit au moment où on s'aperçoit que les conditions du commerce électronique sont bien plus drastiques que ce qu'on pensait et qu'elles sont beaucoup plus difficiles et que les profits ne viennent pas. Et donc, voilà. Donc, c'est un jeu où il y a cette autonomie à un moment donné de l'évaluation qui n'est jamais mécanique, qui n'est jamais liée à un substrat qui serait imposé aux acteurs. Il y a toujours un effet social de savoir qui valorise selon quel type de culture, et ensuite de voir ce que ça donne. Et dans le domaine de l'art, qu'est-ce que tu peux faire? Ah mais le domaine de l'art, ça, c'est pas moi. C'est pour le prochain. Merci.